de la téléconsultation, de la téléexpertise, du télésoin, de l'adressage, de la téléconsultation assistée, du rappel patient, de l'agenda partagé, de la messagerie pour les différentes structures de soins. C'est assez vaste. Quelques petits exemples de services un peu innovants auxquels on participe. Il y a la téléconsultation assistée et la téléconsultation post-urgence dans le Nord, à Lille. On accompagne l'ESS Cardio en Île-de-France et puis le réseau de téléexpertise entre psychiatres et cardiologues pour le groupe Ramsay. Et on a aussi un programme de soutien aux intérimaires, soutien psychologique et sur la médecine du travail. On a aussi une autre activité que je vous présente brièvement. Vous pourrez joindre Ania pour tout renseignement complémentaire. C'est une autre activité d'avis médical, de consultation, de téléconsultation pour les bénéficiaires de mutuelles partenaires ou d'organisations partenaires, établissements médico-sociaux, collectivités. Voilà, ça permet de éventuellement compléter ou diversifier l'activité. On essaye de faire ça de façon responsable et très très loin de la télémédecine fast-food. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vous disais, on est une entreprise vantaise, ça se voit au polo. On est 35 à peu près, et puis on existe depuis 2014. On a fêté notre anniversaire de 10 ans l'année dernière. Je vais pas tarder à laisser la parole à Vincent, qui va nous montrer les nouveautés, nous présenter les nouveautés 2025 en matière de fiscalité et les erreurs à éviter. Donc, on refera un petit tour sur les abattements du médecin conventionné, sur les crédits d'impôt concernant les frais de comptabilité et la formation du chef d'entreprise, un petit tour sur la redistribution des dividendes, la rémunération des médecins dans les SELARL et un petit point sur les actes hors nomenclature. Voilà la proposition d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous voulez aborder, vous n'hésitez pas dans la partie questions et je relayerai ça à Vincent au cours de la présentation. Vincent, je te laisse te représenter, peut-être représenter là où tu travailles et puis allons-y. Bonjour à tous. Donc, je me présente. C'est la 3e année ou 4e année que je fais cette petite présentation. Je m'appelle Vincent Delage, donc je suis manager senior à la compagnie fiduciaire. Ça fait 36 ans que j'y suis, donc spécialisé notamment dans les activités libérales. La compagnie fiduciaire est implantée un peu dans plusieurs villes de France. Bon, c'est une entreprise qui a commencé à être bordelaise au tout début. Mais petit à petit, l'entreprise s'est beaucoup développée. La société d'expertise comptable s'est beaucoup développée. Et vous trouverez des succursales à la compagnie fiduciaire, que ce soit à Bayonne, Toulouse, Angoulême, Lyon, Paris. Pas beaucoup en Bretagne pour l'instant, mais bon. Donc, nous sommes en train de nous développer un peu partout en France. Voilà. Donc, le docteur Camus m'a demandé d'aborder certains points importants de l'actualité fiscale de l'année 2024. Donc, on va commencer par le premier point qui est très important pour tous les médecins conventionnés secteur 1. Je précise bien, ça concerne les secteurs 1. Concernant les abattements conventionnés, l'actualité. Alors, je vous rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 7 décembre 2023, avait rendu la majoration des bénéfices des non-adhérents à une association agréée, avait annulé cette majoration que faisait l'État français, voilà, ni plus ni moins, ce qui fait qu'il n'y avait plus de différence entre les adhérents à une association agréée et les non-adhérents. Donc, de ce fait-là, depuis l'exercice 2021, tous les médecins conventionnés secteur 1 peuvent appliquer l'abattement 2% de leur chiffre d'affaires, 3% de leur chiffre d'affaires, et groupe 3. Alors, groupe 3, c'est une somme forfaitaire en fonction du niveau de votre activité. Bon, ben, souvent, abattement qui est plafonné à 3 050 €. Alors, donc, il n'y a
je vous l'avais déjà dit l'année dernière, il fallait pratiquer ces abattements. Alors, dès l'exercice 2023 et a fortiori pour 2024. La loi de finances 2025 n'a pas remis en cause ces abattements. Donc, on continue à les pratiquer. Je vous rappelle juste, je vous l'avais abordé l'année dernière, que l'abattement 2% est représentatif de certaines charges, à savoir les frais de réception, les frais de blanchissage, les petits déplacements urbains et les cadeaux. Donc, soit vous passez les frais réels, s'ils sont plus avantageux, soit vous appliquez cet abattement 2% en ne déduisant pas les frais réels. C'est à vous ou à votre comptable à faire la comparaison et voir ce qui est le plus avantageux pour vous. Donc, cette année, comme l'année dernière, ne surtout pas oublier de faire 2% ou les frais réels et surtout 3% et groupe 3. Deuxième chose importante, c'est que vous pouviez le faire, je vous l'avais dit l'année dernière, mais c'était encore une éventualité, mais ça a été confirmé durant le mois d'août. Vous pouvez faire des demandes de dégrèvement pour les exercices antérieurs pour lesquels vous n'aviez pas pratiqué ce cumul des abattements. Alors, bon, maintenant 2021, c'est prescrit. Vous pouviez le faire jusqu'au 31 décembre 2024. Maintenant, c'est foutu. Par contre, vous pouvez le faire toujours pour l'exercice 2022 qui n'est pas prescrit. Donc, si vous n'avez pas cumulé ces abattements pour l'exercice 2022 et a fortiori 2023, faites des déclarations rectificatives 2035 et faites aussi le dépôt d'une 2042 rectificatif aussi, c'est-à-dire votre déclaration de revenus. Moi, je l'ai mis en pratique en fin d'année dernière et on a vu des restitutions d'impôts sur le revenu dès janvier. D'autres, pour certains des dossiers, c'est en cours, tout n'a pas été remboursé par l'administration fiscale, mais ça marche. Et il n'y a pas de risque, c'est juste l'application de la loi. D'accord ? Voilà. Ensuite, dernière chose importante, c'est que les médecins non adhérents pour l'exercice 2022 avaient pu voir leurs bénéfices, parce qu'ils étaient non adhérents à une association agréée, majorés de 10%. Parce qu'au début, c'était 25, ça a été dégressif, 20, 15 et 10% pour 2022. Comme une nouvelle fois la France s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour cette pratique, mais pour tous les bénéfices 2022 qui ont été majorés de 10%, vous pouvez faire une demande de dégrèvement auprès du Centre des impôts en invoquant toujours cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 afin d'obtenir un dégrèvement de ces 10% de majoration pratiqués à tort. Voilà. Voilà ce que je devais dire sur les abattements. Deuxième point important que je voulais voir avec vous, Docteur Camille, c'est la page suivante. Voilà. Alors ça, c'est une petite nouveauté qui est sortie avec le projet de loi de finances, enfin la loi de finances qui est passée avec le 49.3 du gouvernement Bayrou, qui a fait un peu les fonds de tiroir, a gratté les fonds de tiroir. Voilà. Pour ceux des praticiens qui étaient toujours adhérents à une association agréée et qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 77 700, vous pouviez bénéficier d'un crédit d'impôt de 915 €. Mais la dernière année, ça sera pour l'année 2024, parce que la loi de finances 2025 a supprimé ce crédit d'impôt. Donc, les pauvres associations agréées, c'était leur seul attrait, puisqu'il n'y avait plus la non-majoration du bénéfice, puisqu'on vient de le voir jusqu'à présent, on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Et bien, il y avait ce crédit d'impôt pour les adhérents de moins de 77 700 € de chiffre d'affaires pour les adhérents du NAGA. Et bien, ça a sauté pour 2025. 2024, dernière année, n'oubliez pas de le faire si vous êtes en dessous du seuil de 77 700. Deuxième chose importante aussi que je n'oubliais pas, moi, de pratiquer sur mes libéraux, c'est que tous les libéraux qui ont font des formations durant l'année, des formations sur lesquelles ils ont engagé des frais, notamment des frais pour un DU, des choses comme ça, vous pouvez bénéficier, ça je vous l'avais dit aussi l'année dernière, d'un crédit d'impôt formation du chef d'entreprise égal au montant du SMIC multiplié par 2, là je ne l'ai pas marqué, mais c'est 11,88 fois 2,
fois un maximum de 40 heures de formation, ce qui vous donner un crédit d'impôt de 950 € 40 si vous aviez fait au moins 40 heures de formation durant l'année 2024. Et bien ça aussi, la loi de finances a supprimé ce crédit d'impôt pour l'année 2025. Donc, n'oubliez pas de le faire si vous avez des attestations de présence à des formations. Faites passer ça à votre comptable. Et n'oubliez pas de le faire si vous le faites votre déclaration tout seul, de faire cette déclaration qui est jointe à la 2035 pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 951 €. C'est pas anodin, quoi, si vous voulez. Alors, on voit une loi de finances qui a un peu fait les fonds de tiroir en grattant tous ces crédits d'impôt. Par contre, elle n'a pas touché pour l'instant. J'avais une crainte l'année dernière, c'est qu'elle touche à vos abattements conventionnels. Ce n'est pas le cas. Donc, croisons les doigts que ça continue. Je vous rappelle aussi que les abattements que je vous disais tout à l'heure, 2%, 3% et groupe 3 pour les médecins conventionnés secteur 1, sont liés au fait que vous êtes conventionné. Donc, vous êtes attaché à une convention, donc que vous respectez ce cahier des charges. Si un jour, l'un d'entre vous ne le respecte pas et vous faites exclure de la convention, il faut savoir que vous perdez ces avantages fiscaux aussi, hein. Donc, il faut être très vigilant à ça, avantages fiscaux et aussi tous les avantages liés aux médecins conventionnés secteur 1. Vous êtes exonéré notamment de 6,40% de cotisations maladie et une partie des cotisations allocations familiales. Attention, le déconventionnement ferait perdre aussi ces avantages sociaux de cotisation sociale. Faire très attention à ne pas sortir de la convention, donc notamment en pratiquant des fois des dépassements d'honoraires que certains confrères ont fait en indiquant que le prix de la consultation était trop faible. Je l'ai vu dans certains de mes clients, ils se sont fait tirer l'oreille par la CPM, mais derrière, il faut faire très attention aux répercussions que ça, si la CPM va plus loin, aux répercussions que ça peut avoir tant en fiscalité qu'au niveau social. Est-ce qu'on a une pardon, oui. Vincent, pour ces prélèvements qui sont liés à la convention secteur 1, est-ce qu'on a une idée de combien on parle, si on reprend sur le prix d'une consultation, combien de pourcents qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est la moitié de la consultation qui ce qui part en cotisation, vous voulez dire? Oui, qui partirait en cotisation. Le cadeau qui est fait par la convention secteur 1, c'est 10% du montant. Alors, je ne sais pas si on peut répondre à cette question, d'ailleurs. C'est un peu compliqué parce que, si vous voulez, disons sur un médecin conventionné secteur 1, à peu près le pourcentage des charges d'un médecin conventionné secteur 1 est à peu près de 50% par rapport aux honoraires encaissés. D'accord? Donc, sur 25 €, vous avez à peu près 50% de charges. Ça, c'est des charges comptables, normales, si vous voulez. Donc, ces abattements fiscaux viennent s'additionner à ces abattements comptables, à ces charges comptables. Donc, vous pouvez considérer que ça représente à peu près 5% de votre chiffre d'affaires, donc des 25 €. 25 € fois 5%, ça fait 1,25% d'abattement fiscal, quoi. Donc ça, en plus des déductions que vous pratiquez comptablement, à savoir le loyer, l'eau, l'électricité, que sais-je, quoi. Voilà. Donc 1,25 € par rapport à 25 €. Donc maintenant 30 €, voilà, 5%, ça fait 1,50 €. C'est pas négligeable, hein, attention, hein, c'est quand même c'est très très significatif. Voilà. Troisième point que je voulais aborder avec vous, alors je ne sais pas, parce que ça a défrayé quand même un petit peu l'actualité au niveau des médecins. Il y a deux sujets au niveau des médecins qui exercent en CELARL. Alors beaucoup sont en individuel, mais il faut le rappeler quand même. Certains médecins exercent en CELARL et ont une holding qui détiennent les parts de cette CELARL. Voilà. Certains praticiens ont fait ça pour faire des montages fiscaux. Et il se trouve qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui a conforté un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
qui a indiqué que les dividendes qui étaient distribués par la CELAL et qui remontaient dans la holding, qui est une SPFPL, si vous voulez, ces dividendes, eh bien, c'était considéré comme un revenu d'activité et donc assujetti aux cotisations sociales. Alors, ce litige est parti de CELAL de dentiste, d'accord, mais ça a fait traîner de poudre. Donc, il faut faire un petit peu attention. On ne sait pas où on va avec cet arrêt de la Cour de cassation, parce que ça voudrait dire que tous les dividendes sont soumis à cotisation. Aïe, 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 ça va faire mal. Surtout que souvent, il y a des holdings qui ont été constitués pour acheter des parts de sociétés, et donc elles ont souscrit un emprunt pour acheter ces parts des sociétés et comptent sur les dividendes distribués par la CELAL pour rembourser cet emprunt, si vous voulez. Alors, si ces dividendes sont pour toutes les CELAL, tout cas confondu, assujettis à cotisation, ça va remettre en cause pas mal de montages. Alors, bon, nous, ici, à la compagnie financière, on est un peu réservé sur... l'arrêt existe, mais on est un peu réservé sur l'application à toutes les structures. Maintenant, on est très vigilant quand même, à savoir si ces structures de holding ont été constituées pour acheter une société, va pouvoir se défendre en disant que les dividendes ne sont pas des revenus d'activité du professionnel libéral déguisé en dividendes, mais sert à rembourser un emprunt. Par contre, si la holding est faite pour recevoir des dividendes pour servir de nouveau des dividendes aux associés de la holding ou à investir dans autre chose, il y a de très gros risques à ce que ces dividendes soient requalifiés en rémunération et donc payer des cotisations là-dessus. Donc, il faut être vigilant, en parler à vos conseils, que ce soit juridique, expert comptable, prendre un petit peu de recul quand même, pas savoir que ce texte existe. On va attendre, pour l'instant, ça n'a pas été généralisé, on n'a pas de gros échos là-dessus. Autant l'année dernière, j'étais sûr et certain pour la perte, le cumul des abattements, je sentais venir le coup. C'est pour ça que je vous avais averti, et cette année, je confirme dans le premier point que je viens d'aborder. Autant là, il faut le savoir et il faut être vigilant. Voilà, je vous dis attention aux dividendes qui remontent dans les holdings. Voilà. Ça, c'était le troisième point que je voulais aborder. Le quatrième point, alors celui-là, par contre, là, c'est plus du tout un risque, c'est avéré maintenant. C'est-à-dire que quand les médecins avaient une activité dans le cadre d'une CELAL, ils avaient une rémunération qui était une rémunération de gérance majoritaire, ce qu'on appelait une rémunération article 62, et qui était à déclarer sur la déclaration de revenus comme un traitement et salaire et qui bénéficiait d'un abattement de 10%. Bon, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui remonte à 2017, qui a eu du mal à être codifié par les impôts, mais là, ça y est, pour 2024, c'est codifié. Ces rémunérations ne sont plus considérées comme des rémunérations de gérance majoritaire, mais c'est considéré comme du BNC. Donc, toute rémunération prélevée dans la société, il faudra faire une déclaration 2035 pour déclarer ses revenus sur une déclaration 2035 pour ensuite le reporter sur votre déclaration de revenus. Donc, quelques frais, quelques déclarations à faire en plus, des tracasseries. Et impact premier de cette réforme, c'est que vous perdez l'abattement de 10% sur ces rémunérations que vous bénéficiez au titre des gérances majoritaires. Voilà. Alors, on a toujours peut-être possibilité de faire une petite rémunération. L'administration fiscale a décidé un plafond de 5% pour la gestion de la société qui pourrait être considérée comme de l'article 62, donc toujours à soumettre en traitement et salaire, mais 95% de la rémunération sera considéré comme du BNC. Donc ça, voir encore une fois avec vos comptables qui devront faire une 2035 en plus de la déclaration de la CELAL, en plus de votre déclaration 2042 d'impôt sur le revenu, il y aura une déclaration 2035 à effectuer pour vos rémunérations de gérance dans le cadre d'une CELAL. Ça,
C'est dès l'année 2024. Là, on n'a plus d'échappatoire, d'accord? Jusqu'à présent, ça traînait un peu. Il y avait 2023, on nous avait laissé tranquille, on nous avait dit, bon, on verra pour 2024. Là, c'est sûr, ça y est, on a des textes qui sont sortis en décembre. Donc là, maintenant, on sait exactement où on va. D'accord? Alors, on parle de CELARL, mais il n'y a pas que CELARL, CELAS, SARL, SAS, CELAS, oui, ça je l'ai déjà dit. Je pense aussi qu'il y a un sujet pour ceux qui sont en SCP à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Je pense qu'ils rentrent dedans aussi, bien que ce soit pas très clair et que l'administration n'a pas donné de données claires là-dessus. Moi, je suis sûr à 90% que ça y rentre aussi. Donc voilà, ça, on ne peut pas y échapper pour l'année 2024. Et ensuite, il y avait un dernier petit focus que je voulais aborder avec vous. C'était comment déclarer les actes hors nomenclature et les répercussions. Alors, effectivement, vous pouvez, en tant que médecin, que vous soyez conventionné secteur 1, secteur 2 ou d'autres activités, vous télétransmettez des actes, vous cotez des actes selon une nomenclature. Mais vous pouvez aussi avoir des spécialités autres. Vous pouvez faire, par exemple, des actes d'expertise, pourquoi pas, ou d'autres actes d'honoraires, d'actes hors convention. Donc, moi, au niveau, vous pouvez les percevoir. Par contre, il faut veiller dans votre comptabilité à les inscrire dans des comptes différents. C'est-à-dire un compte activité conventionnée, un compte activité non conventionnée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un traitement social et fiscal différent. C'est-à-dire si vous avez par exemple 10% de votre activité qui est d'une activité non conventionnée, enfin d'actes hors convention, eh bien ces actes ne pourront pas rentrer dans le calcul pour les médecins conventionnés secteur 1 pour le calcul de l'abattement 3%. Voilà. Or, l'abattement 2%, vous pourrez, c'est sur l'ensemble de l'activité, que ce soit conventionné et acte hors convention. Autant pour l'abattement de 2003, il y a une petite finesse. Donc, si vous avez 10% de votre activité de ce chiffre d'affaires qui n'est pas assujetti à la convention, ben, il faudra l'exclure pour le calcul de l'abattement de 3%. Deuxième chose, pourquoi il faut dissocier aussi votre chiffre d'affaires de l'activité conventionnée pour déterminer donc la quote-part de bénéfices, d'accord, générés par cette activité non conventionnée, d'accord. Pourquoi? Parce que ce bénéfice non conventionné, cette quote-part de bénéfices non conventionnés, ne va pas, pour les médecins conventionnés secteur 1, bénéficier des exonérations que je vous indiquais tout à l'heure, à savoir 6,4 de maladie et les 3,10 des allocations familiales, vous êtes exonéré à hauteur maximum de 60%, enfin minimum à 60%, et ça peut aller jusqu'à 100% en fonction de votre niveau de bénéfice. Donc, vous voyez, il faudra déterminer le bénéfice conventionné et le bénéfice hors convention. Pour cela, il faut bien comptabiliser vos produits dans deux secteurs d'activité différents. Donc, communiquez à votre comptable votre livre de recettes conventionné et les recettes hors convention ou hors nomenclature. Voilà. Donc, répercussions fiscales et répercussions sociales. Voilà. Voilà les points que je voulais aborder avec vous, docteur et chers participants. Super. Et en plus, on est dans les temps. Alors, j'avais eu 2-3 petites questions en amont, mais que je vous ai posées. Peut-être un petit point sur le cumul emploi-retraite. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Je sais qu'il y avait des allées et venues, des incertitudes. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir pour les jeunes retraités qui continuent quand même une activité? Non, ils peuvent bénéficier sans limite du cumul emploi-retraite, ce qui n'est pas. Alors, est-ce que vous avez une chance là aussi? C'est que dans d'autres activités, vous êtes un peu limité dans les revenus d'activité que vous pourriez avoir de votre activité que vous continueriez à pratiquer.
par exemple dans les activités artisanales et commerçants, etc., ils ne peuvent, au risque de voir leur rémunération, leur pension stoppée. Tandis que là, pour vous, vous pouvez continuer normalement votre activité libérale, percevoir votre BNC et votre niveau d'activité sans retenue, et en plus toucher votre pension sans aucune retenue. Donc là, il n'y a aucune. Il n'y a pas de plafond de revenus. Il n'y a pas de plafond de revenus. Non, absolument pas. Pas pour votre activité libérale. Et ça, c'est un grand plus que vous pourriez d'ailleurs aborder. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas abordé quelque chose aussi avec vous. C'est que il y a une notion aussi. Ici, nous, à la compagnie fiduciaire, nous avons un département qui fait de la gestion de patrimoine. Et notamment la protection du libéral, que ce soit la prévoyance, la mutuelle et la retraite. C'est quelque chose qu'on peut aborder aussi avec son gestionnaire en patrimoine. Nous, notamment, à la compagnie fiduciaire, nous abordons ce cumul emploi-retraite dans le cadre de la gestion de patrimoine. Oui. D'accord. Et vous aviez dit, il y avait donc pour les libéraux, ça change rien. Est-ce que ceux qui sont salariés en cumul emploi-retraite, il y a des particularités? Je sais qu'il y en a alors ceux qui sont salariés, qui touchent une pension, et alors là c'est une question, là vous voyez que je ne vais pas pouvoir vous répondre, qu'il faudra davantage poser à mon collègue quand il interviendra lors d'un prochain, je vais me le noter parce que comme ça quand vous lui aborderez. Parce que ça, moi, je traite davantage les libéraux. Donc, ceux qui sont en médecins salariés, je ne suis pas leur activité, donc je ne me suis jamais posé la question. Cumul emploi-retraite salarié. OK. Sur la retraite, une petite question qui vient d'arriver. Est-ce que la retraite augmente au moment de l'arrêt total de l'activité? Non. Ou est-ce que Non. La retraite est déterminée par rapport à ce que vous avez établi lors de la liquidation des droits. Elle est établie à ce moment-là, et lors de la cessation, vous n'aurez rien de plus de vous cotisez à perte. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous prenez votre retraite à la date de départ. En fonction, il vous donne le montant de votre pension en fonction à partir de l'âge minimum, maintenant c'est 64, et certains d'entre vous peuvent peut-être partir à 62, 63, bon, ça sera progressif jusqu'à 64, mais ensuite de 64 jusqu'à 67 ans, vous voyez le montant de votre pension. Donc il faut faire très attention pour voir, parce que les dernières années, il y a quand même un accroissement assez sensible de la pension retraite. Donc bien calculer le départ à la retraite pour optimiser le montant de la pension, sachant que ce que vous ferez après ne vous offrira rien de plus. Voilà. Ok. Et si vous voulez savoir le montant de votre pension, il y a une application qui est très bien faite sur maretraite.fr ou quelque chose comme ça. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc il faut faire les simulations sur le site maretraite.fr, qui est un site qui n'est pas trop mal fait, et sur lequel vous pouvez simuler vos montants de pension en fonction de l'âge à laquelle vous souhaitez partir à la retraite. Ok, super. Eh bien, il est 31, on a terminé, on a tenu les délais. Merci beaucoup, Vincent. Comme je vous l'ai dit, Dr Camus, je pense que le prochain rendez-vous que vous pouvez fixer avec votre communauté et celle avec mon collègue de la gestion de patrimoine qui vous apportera des précisions très importantes pour votre activité, pour votre couverture sociale. Donc ça, je pense que ça sera l'objet d'un prochain prévoyance et retraite, très très bien. Un prochain rendez-vous. Et ben je tente à l'année prochaine, Vincent. Avec joie, il n'y a pas de problème. En vous apportant toujours l'actualité fiscale. Super, impeccable. Merci beaucoup à tous pour votre participation, pour vos questions, pour votre engagement. J'espère qu'on se reverra très vite sur un prochain live. Et n'hésitez pas à contacter Ania si vous avez des questions ou Marie. Voilà, bon après-midi, bon courage et bon travail à tous. Au revoir. Bon courage à tous.